diabète est une maladie chronique liée à l'insuline, une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. Il en existe deux grands types. Le type 1 dit insulinodépendant, lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment cette hormone. Parmi les symptômes, on trouve une excrétion excessive d'urine, la sensation de soif et de faim, une perte de poids, une altération de la vision et une grande fatigue. Sans traitement, la maladie est mortelle en quelques mois. Seul remède aujourd'hui disponible, l'injection quotidienne d'insuline. Autrefois fabriquée à partir de pancréas d'animaux, elle est aujourd'hui synthétisée en laboratoire. Le diabète de type 2 apparaît lorsque le corps n'utilise pas correctement l'insuline pour faire baisser la glycémie, le taux de sucre. Il est souvent lié au surpoids et à un mode de vie trop sédentaire. Les symptômes, proches de ceux du diabète de type 1, sont moins marqués. Il faut donc parfois plusieurs années avant de le détecter. À terme, cette affection endommage les tissus de l'organisme. Les risques de maladies cardiovasculaires augmentent, des lésions de microvaisseaux dans la rétine peuvent rendre aveugle, le système nerveux souffre également avec des symptômes variés pouvant conduire à des amputations de membres. Il est possible de prévenir le diabète de type 2 avec une vie saine. Surveiller son poids, faire de l'exercice physique, ne pas fumer, manger équilibré, en particulier réduire l'apport de sucre et de graisses saturées. Il représente 90% des cas de diabète, c'est donc une véritable épidémie liée au mode de vie moderne. Collines brumeuses, prairies verdoyantes et silence total. Dans ces montagnes de Virginie occidentale, votre portable n'a aucune chance de capter du réseau. Une vraie frustration pour les touristes, mais les locaux, eux, en ont fait un style de vie. Ils se demandent comment on fait sans portable. Ils n'arrivent pas à comprendre comment on vit sans téléphone ou sans Wi-Fi. Quand je sors du village, je vois toujours les gens sur leur portable en train d'envoyer des textos ou sur Internet. Ils ne se parlent pas vraiment. Niché sur les hauteurs des Appalaches, le village de Greenbank se situe au cœur de la National Radio Quiet Zone, une région de 33 000 km² où la plupart des ondes électromagnétiques sont interdites. Il suffit de lever son regard vers le ciel pour en découvrir la raison. Cette parabole entièrement orientable est la plus grande au monde. Grâce à ce télescope, les astronomes traquent jour et nuit les signaux venus de l'espace, qui émettent des ondes extrêmement faibles, afin d'éviter les interférences. Micro-ondes, Wi-Fi, radio, téléphone portable et système d'ouverture automatique des portes sont tous interdits. Le contraste avec le reste du monde connecté est saisissant. D'un point de vue sociologique, c'est une véritable expérience de se rendre dans un endroit qui a du réseau. Le manque d'interaction sociale est surprenant. Ici, quand je marche dans la rue et que j'entends quelqu'un dire « Salut, comment ça va ?», je me retourne, car il est probablement en train de s'adresser à moi. Charles McNabb n'a pas emménagé à Greenbank pour échapper au téléphone. C'était, selon lui, une question de santé. Cet ancien chef de chantier affirme souffrir d'hypersensibilité électromagnétique et il estime que certaines ondes déclenchent chez lui maux de tête, vomissements et vertiges. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux comme Charles à trouver refuge dans la région. Je ne sais pas combien de temps nous autres électrosensibles pourrons rester dans ce coin, car la technologie arrive petit à petit ici. Si le télescope venait à disparaître, nous sommes tous fichus. Mais tant que les astronomes du monde entier continuent à utiliser le télescope 24 heures sur 24, les portables resteront indésirables dans la région. À Greenbank, la vie continue à son rythme habituel, tout en lenteur et en déconnexion. Sa maison est un hommage à l'histoire et aux traditions du Kenya. Alan Donovan, collectionneur passionné d'art africain, habite depuis plusieurs dizaines d'années aux portes du parc national de Nairobi. Mais depuis peu, sa retraite est en danger, menacée de destruction. Un projet de voie de chemin de fer entre Mombasa et Nairobi passe directement sur son terrain. Pour Alan, ce tracé marquera la fin de la frontière entre ville et nature. Cela pousserait
immédiatement tous les gens par ici. Les squatteurs, mais aussi les évacuations d'eau usée, les constructions sauvages, mal organisées et les barrières. Et puis le braconnage augmenterait immédiatement dans le parc national de Nairobi. Alan a déjà trouvé du soutien pour sauver sa maison. Plus de 3000 signatures pour une pétition dans l'espoir que le gouvernement trouve une alternative à ce projet de voie ferrée. Une voie ferrée qui traverserait ensuite toute la réserve. Pour les associations locales, c'est bien cet aspect qui est le plus problématique. Les rails, en traversant les couloirs de migration des espèces sauvages, perturberaient l'équilibre du parc. La menace principale, ce sont les routes. Elles fragmentent l'écosystème et empêchent les animaux de se déplacer. Nous avons déjà constaté que de nombreux prédateurs, les guépards notamment, étaient tués lors de collisions sur l'autoroute. Aujourd'hui, cette espèce a complètement disparu du parc national. Dans la ville toute proche, deux positions se font face. Il y a d'abord ceux qui veulent offrir plus de confort aux 4 millions d'habitants de la capitale en gagnant du terrain sur le parc. Et puis, il y a les protecteurs de la réserve qui mettent en avant le capital touristique du parc qui attire plusieurs milliers de visiteurs par an. À ce rythme, selon eux, la réserve pourrait complètement disparaître d'ici 20 ans. Si nous ne sommes pas suffisamment nombreux à faire porter nos voix, les destructions vont se poursuivre. Et les lions, les éléphants vont disparaître, tout comme les dinosaures. Nous serons dans un monde sans vie sauvage et nous aurons perdu toute cette biodiversité à jamais. À 10 km des tours de la capitale, les girafes, les lions et les zèbres trouvent encore aujourd'hui dans la réserve un peu de tranquillité. Mais cet équilibre est de plus en plus précaire. En 2013, pour la première fois depuis 5 ans, plusieurs rhinocéros ont été tués par des braconniers dans la réserve. Les nouveaux engagements de Washington et Pékin pour lutter contre le réchauffement climatique est une étape importante en vue d'un accord mondial sur le climat fin 2015, selon les experts. Barack Obama et son homologue chinois Xi Jinping, à la tête des deux pays les plus pollueurs de la planète, se sont fixés ensemble à Pékin de nouveaux engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. La raison pour laquelle cet accord est important, c'est que la Chine est un pays en voie de développement. Et avant, ces pays ne se considéraient pas obligés de trouver des solutions à ce problème, car les pays développés étaient toujours ceux qui mettaient leurs idées et leur argent sur la table. L'accord veut dire que maintenant, les autres régions comme l'Union européenne et les pays de l'Amérique du Nord, de l'Australie et de l'Asie ressentent beaucoup de pression pour participer aux accords internationaux et s'engager eux-mêmes au lieu de faire semblant que le problème du changement climatique va disparaître tout seul. Qualifiée d'historique par le président américain, cette annonce répond à l'urgence de parvenir à un accord mondial à la conférence sur le climat fin 2015 à Paris. Premier émetteur mondial, la Chine s'est fixé l'objectif d'un pic de ses émissions de gaz à effet de serre responsable de la hausse des températures autour de 2030 avec l'intention d'essayer d'y arriver plus tôt. C'est la première fois que la Chine prend un engagement sur une date à laquelle ses émissions atteindront un sommet, en ciblant l'année à partir de laquelle celles-ci cesseront d'augmenter et la courbe s'inversera. De leur côté, les États-Unis se sont engagés à réduire de 26% à 28% leurs émissions d'ici à 2025 par rapport à 2005. Cet accord bilatéral est significatif dans la mesure où, dans les négociations sur le climat, la Chine exige systématiquement de ne pas être logée à la même enseigne que les pays industrialisés en vertu du principe des responsabilités communes mais différenciées. Les États-Unis et la Chine pourraient faire beaucoup plus pour réduire leurs émissions. Et vu le besoin d'éviter un changement climatique dangereux, ils devraient faire plus. Par exemple, la Chine pourrait arriver au pic de ses émissions avant 2025 et les États-Unis pourraient réduire leurs émissions encore plus que ce qu'ils ont promis. Mais au moins, cela nous montre que les gouvernements responsables pour la majorité des émissions disent que l'époque des combustibles fossiles sera bientôt terminée. En clair, dit Pékin, la responsabilité de la lutte contre le réchauffement incombe principalement aux pays développés. Le constat des scientifiques est sans appel, les efforts actuels sont insuffisants pour limiter la hausse de la température mondiale à plus de 2 degrés Celsius, objectif que s'est fixé la communauté internationale pour éviter un emballement catastrophique des dérèglements climatiques.
La réunion de Paris doit aboutir à un accord suffisamment ambitieux pour limiter ce réchauffement à 2 degrés Celsius. Les États-Unis et la Chine représentent à eux deux plus de 40% du total des émissions de CO2 de la planète. L'aboutissement de 20 ans d'épopée spatiale et une première mondiale, l'Europe a posé en douceur mercredi un petit robot baptisé Philae à la surface d'une comète. L'Agence spatiale européenne a vécu en direct cet événement historique. Nous ne pourrions pas être plus heureux. Nous confirmons à 100% que nous sommes sur la comète et pour le reste, je laisse la parole à Stéphane. La première chose qu'il nous a dit est que les harpons ont été lancés et l'équipement d'atterrissage a été rangé à l'intérieur du robot, ce qui veut dire que nous sommes sur la surface. Un atterrissage pas si facile à réaliser. Le robot a mis 7 heures en chute libre vers sa cible, la comète Churyumov-Gerasimenko, qui affiche une vitesse de pointe de 18 km par seconde. Une prouesse technique qui s'est jouée à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre. Philae a dorénavant pour mission de faire des prélèvements qui devraient donner des informations sur les origines du système solaire et peut-être même sur l'apparition de l'eau et de la vie sur Terre. C'est comme regarder dans le passé, au moment même de la naissance du système solaire et de la création d'une planète comme la Terre qui a ensuite créé la vie. Aller sur une comète nous permet de regarder dans le passé, vers un vestige du processus qui est resté le même depuis la période de formation. Le voyage spatial de ce robot a débuté il y a maintenant 10 ans, lorsque la sonde Rosetta, qui le transportait, a été lancée dans l'espace le 2 mars 2004 par la fusée Ariane 5. 6,5 milliards de kilomètres plus tard, Rosetta a fini son voyage en se positionnant en orbite de cette comète. Le petit robot, lui, fonctionnera à plein régime pendant 60 heures grâce à une batterie. Ensuite, son alimentation dépendra de batteries solaires. Rosetta, elle, poursuivra sa mission en restant en orbite. Pour l'Agence spatiale européenne, c'est avant tout une victoire de la collaboration scientifique sur le vieux continent. Quand vous pensez à l'expertise, à la dévotion, au travail de groupe mis en place entre 20 nationalités des États membres d'Europe, eh bien quand vous pensez à cela, vous savez que ce type de succès, ne tombe pas du ciel. Plus de 2000 personnes ont travaillé sur cette mission Rosetta depuis 20 ans. Connaître les secrets de l'univers a un coût. Pas moins de 1,3 milliard d'euros ont été nécessaires. Mais la partie n'est pas encore gagnée. L'agence spatiale émet ce mercredi soir des craintes quant à l'ancrage du robot sur la comète.